Bonjour et bienvenue. On retrouve donc notre invité de la semaine, Pierre Anquetti. Bonjour. Bonjour. Alors, chef d'entreprise, président du conseil d'administration de la Corsica Maritime. À la Corsica Maritime, bien évidemment, qui a déposé une offre pour la reprise de la SNCM, ou pas d'ailleurs. Vous allez nous expliquer un peu tout ça. En tout cas, pour la création d'une compagnie maritime qui serait disposée à transporter du fret, notamment à destination et au départ de la Corse. Alors, on va écouter, si vous le voulez bien, une courte interview, celle de votre homologue Bastiet, qui fait partie aussi de la démarche Corsica Maritime. C'est Pascal Trojagne. Et puis, on vous retrouve tout de suite après pour justement votre commentaire et votre analyse. On s'aperçoit que ça fait quand même 60 ans qu'on est un petit peu otage et qu'on subit un petit peu différents problèmes liés à l'activité du transport entre le continent et la Corse. Aujourd'hui, nous avons décidé de devenir les acteurs du transport maritime. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités et d'essayer donc de pouvoir maîtriser enfin ce transport, de pouvoir le faire fonctionner de la meilleure façon qui puisse être. Aujourd'hui, vous savez, en fait, il faudrait que les bateaux naviguent tous les jours de la même façon et qu'on puisse travailler de la même façon que l'on soit à Marseille ou à Bastia. Aujourd'hui, de toute façon, quand on est transporteur en particulier sur la Corse, il faut bien savoir que notre plus gros poste de fournisseur, c'est les compagnies maritimes. Aujourd'hui, c'est ce qui pèse le plus dans nos entreprises. Donc il faut qu'on ait un cordon entre Marseille et la Corse qui soit un cordon où il n'y ait jamais de rupture, où on puisse travailler tous les jours. Alors Pierre Anquetti, on vous voyait acquiescer forcément, c'est un peu l'idée de départ de la création de cette compagnie? Oui, si vous voulez, ce qu'a dit mon ami Pascal Trojagne, c'est exactement le sens de notre démarche. Et pour nous, il était temps que les chefs d'entreprise, l'économie corse s'émancipent et prennent en main son destin. Et nous ne pouvons plus continuer à subir ce que nous subissons. Pour ma part, depuis plus de 20 ans, mon père avant moi et quasiment mon grand-père. Nous sommes dans l'incertitude permanente, c'est une pression incessante et ce n'est plus possible. Je pense que dans le monde actuel, il n'est plus possible de subir des aléas tels que ce que nous a fait vivre ce qui s'appelle encore la SNCM aujourd'hui. Alors, on l'a entendu aussi dans une autre partie de l'interview, reprise de la SNCM, ça serait dans l'idéal. C'est pour ça que vous avez déposé l'offre qui sera notamment examinée vendredi devant le tribunal de commerce de Marseille. Mais si vous n'étiez pas retenu, quoi qu'il en soit, vous allez aller dans une démarche de création de cette société. Elle existera, la Corsica Maritime. Oui, elle existera. Alors, ce qui est certain, c'est que d'abord, je voudrais parler de ce qui s'appelle le plan A, c'est-à-dire notre candidature, puisque notre candidature, nous avons démarré début juin, lorsque nous avons été interpellés par ce qui était en train de se passer, les petits arrangements entre amis pour la reprise de la SNCM et les arrangements sur à qui le fret, à qui les passagers. Je reviendrai pas là-dessus, on pourrait en discuter pendant des heures. Mais nous, quoi qu'il en soit, nous avons créé cette société, Corsica Maritime, dont j'ai l'honneur de présider le conseil d'administration, et qui regroupe aujourd'hui 103 entreprises corses. Je pense que c'est une démarche qui n'est jamais vue. Il a suffi de décrocher nos téléphones et que ce soit en Balagne, à Bastia, à Porto-Vecchio, à Ajaccio, dans le centre corse, tout le monde nous a rejoints. Et 103 entreprises, ce n'est pas des plus petites. Alors nous concourons certes pour la reprise des actifs de la SNCM, avec une offre qui a été présentée devant tout le monde qui a surpris, parce que nous avons expliqué que nous concourions uniquement à l'actif lié à l'exploitation du trafic maritime, que nous faisions fi de tout ce qui était hors exploitation, les immeubles, les appartements, les biens immobiliers, tout ce qui n'a pas, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si nous venions à perdre, ce que nous ne croyons pas, puisque nous avons la meilleure offre, il y a un plan B, effectivement. Et le plan B consistera, dans un premier temps, à affréter des cargos reliés pour assumer nos transports de marchandises. Et là, je pense que nombre de personnes ne nous croient pas et sous-estiment notre détermination. Nous avons fait la preuve que nous étions au départ, on ne penserait pas que nous serions à l'arrivée de la remise des offres. Nous avons été à la remise des offres, nous serons à l'audience, nous avons l'intention de gagner, mais derrière, quoi qu'il en soit, il y aura eu un avant Corsica Maritime et un après. Alors on entendait un petit peu plus tôt dans le journal Jean-Pierre Battestini justement revenir sur ce dossier SNCM au nom de la CGT. Votre sentiment là aussi par rapport à son analyse? Il faut que la SNCM perdure selon lui Écoutez, il faut qu'une compagnie, ce qui est impensable, c'est qu'il puisse avoir je dis bien un monopole, si même on peut parler de duopole sur la Corse. 3 compagnies, c'est nécessaire. On ne peut pas se retrouver demain avec le groupe Stef TFE, je parle de lui parce qu'aujourd'hui c'est le favori. Donc le groupe Stef TFE qui candidate et qui déjà
pour nous, vous allez me parler d'Europe après, on y reviendra, ne peut pas candidater, parce qu'on ne peut pas avoir un énorme nez rouge, être propriétaire de la compagnie Méridionale de Navigation et prétendre reprendre son concurrent. Parce que nous, on sait très bien comment ça va finir avec une fusion, et après vous aurez d'un côté un acteur spécialisé passager, totalement libre, et qui est quelqu'un qui est largement respectable, Corsica Ferries, et de l'autre, une seule compagnie qui assumerait le fret. Ce n'est pas possible, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Merci beaucoup Pierre Ancati justement pour cette analyse. On va quand même dire deux mots de ce qui va se passer vendredi et puis deux mots un peu de ce qu'il y a dans votre offre. Je reviens à la CGT qui avait des inquiétudes aussi sur l'emploi par rapport à ça. Mais donc vendredi, c'est l'audience qui va permettre aux 4 candidats de présenter leur offre officiellement devant les juges du tribunal de commerce de Marseille. Quoi qu'il en soit, nous avons jusqu'à demain soir, 22 septembre, pour présenter une offre améliorée. Donc je vous réserve la surprise, parce qu'il est clair que nous n'abattons pas toutes nos cartes en même temps et que nous aurons forcément une offre améliorée à tout point de vue d'ici demain soir. Et il est évident que, comme M. Battistini parle d'emploi, nous, chefs d'entreprise, sans collaborateurs, nous ne savons pas travailler, et pour nous, l'emploi, c'est essentiel. Stef TFE, donc la filiale de la Méridionale, c'est exactement ça. Vous craignez beaucoup si c'était elle qui venait à être retenue ? Mais TFE, en droit européen, aujourd'hui, elle essaye de découper dans tous les sens, de faire une espèce de patchwork où on retrouve de toute façon que des gens ou des sociétés, personnes morales directement liées à cette TFE. Donc ce n'est pas possible au regard de la concurrence, ce n'est de l'autorité de Bruxelles et de l'autorité de la concurrence française. Pour nous, ce n'est pas possible. Alors nous savons qu'ils font des pérégrinations et des ronds de jambes dans tous les sens pour essayer de concourir. Nous regardons ça avec vigilance, et puis quoi qu'il en soit, si demain cette TFE venait à remporter cet appel d'offres, nous, dès le lendemain matin, et d'un, nous attaquerions devant les autorités compétentes, et deux, nous mettrions immédiatement en exécution notre plan B. Le plan B, donc vous êtes des chefs d'entreprise, il y a une capacité économique derrière, ça on l'a bien compris, mais est-ce qu'il y a une capacité technique aussi par rapport au transport ? Nous avons tout. Vous vous doutez bien que depuis 3 mois, nous travaillons d'arrache-pied 7 jours sur 7. Nous sommes, on peut dire, en opération commando, mais nous n'avons pas qu'une vision depuis le départ de cette aventure, une vision au jour de l'attribution. Nous réfléchissons pour les 15 prochaines années. Nous avons un véritable projet d'entreprise et nous avons aussi bien des techniciens pour le transport maritime que pour le transport terrestre. Et bien évidemment, ce que nous avons pour nous, c'est que nous avons 1 200 000 mètres linéaires de fret qui sont nos marchandises de tous les adhérents, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Merci beaucoup Pierre Ancati. On va se retrouver demain pour aborder un nouveau thème d'actualité. À demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité de la semaine, Pierre Ancati. Bonjour. Bonjour. Président du conseil d'administration de la Corsica Maritima et chef d'entreprise. On va parler, il y avait une session de l'Assemblée de Corse la semaine dernière et une question orale qui a été posée. On se souvient du rassemblement de nombreux chefs d'entreprise réunis au sein du collectif Douman et Dava. C'était devant l'URSSAF il y a quelques jours de cela. Et justement, cette question orale, elle a été posée à propos des dispositifs fiscaux et de la capacité économique de l'Assemblée de Corse à réagir pour aider ces chefs d'entreprise. Jean Tsoukaré, le président de l'ADEC, l'Agence de développement économique de la Corse, a répondu. Il a promis un certain nombre de dispositifs. On va écouter justement Jean Tsoukaré sur une partie de sa réponse et on vous retrouve tout de suite après. La question de la fiscalité des entreprises constitue un sujet à part entière et je pense que ce sujet pourra constituer un chantier particulier dans les discussions qui vont s'engager avec l'État dans le cadre de la réforme de notre collectivité. Car, comme je le répète souvent, la collectivité unique ne peut pas être seulement un sujet institutionnel. Il faudra aussi aborder la question des compétences de notre collectivité en matière économique ainsi que les moyens fiscaux qui doivent nécessairement accompagner les stratégies que nous arrêtons. Je tiens enfin à souligner que je suis prêt, avec les services de l'ADEC, à recevoir le collectif que vous mentionnez afin d'ouvrir une discussion sur l'ensemble de ces sujets en constituant un groupe de travail avec les chambres consulaires. Pierre Ancati, pas complètement satisfait par la réponse de Jean Tsoukaré. Écoutez, moi, ce n'est pas M. Tsoukaré que je vise, ce sont les politiques en général. Et je pense que nous, dans le monde de l'entreprise, nous avons besoin de concret. Donc, systématiquement, j'entends qu'on parle de commission, d'envisager, on verra à l'avenir, nous allons entamer des discussions. Ça, c'est la litanie permanente. Donc, il serait bien,
Mais bon, c'est un vœu pieux que je forme. Hein. Qu'une fois pour toutes, on dise vous avez droit à ça, ça, ça. Que tout soit clair, net et précis et que les règles du jeu soient évidentes. Et quand ce n'est pas possible, on dit que ce n'est pas possible. Et quand c'est possible, on dit que c'est possible. Ce dispositif fiscal, il faudra, selon vous, obligatoirement passer par une réforme institutionnelle, constitutionnelle ? Je ne suis pas suffisamment pointu, mais il me paraît difficile de faire autrement, parce que toucher chez nous, c'est toucher ailleurs, c'est très compliqué, c'est le système des dominos. Si vous touchez d'un côté, vous faites tomber de l'autre côté, donc c'est très compliqué. Sur le rôle de l'Agence de développement économique de la Corse, est-ce que selon vous, elle joue son rôle de levier ou pas ? Moi, je suis un fervent supporter de l'ADEC. L'ADEC, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, un peu plus que ça, quand Paul Patriarche était à sa tête, a énormément aidé le tissu économique corse. C'était à l'époque où l'ADEC bonifiait les taux. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les taux bancaires, ils sont faibles. Mais à l'époque, les taux bancaires étaient élevés et l'ADEC bonifiait de moitié les taux en place. C'était des aides directes qui étaient quantifiables et mesurables et qui ont à l'époque, j'en ai bénéficié moi-même, ont été d'une efficacité remarquable. Justement, sur les politiques publiques en faveur notamment des entreprises avec lesquelles vous êtes au sein de ce consortium, on a entendu parler de baisse des marchés, de baisse de la dotation. Alors les maires se plaignent, eux, d'une baisse de la dotation d'État. Et forcément, en cascade, ça atterrit sur les entreprises. Mais écoutez, je pense que le contexte est la crise, mais moi j'ai tendance à dire plutôt la mutation de société, parce que je pense que les choses ne seront plus comme avant. Depuis 2008, le démarrage de la crise financière, de ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes et qui est arrivé ensuite en Europe. Il y a une paupérisation de l'Europe, il y a un essoufflement qui est évident, on essaie de relancer, on nous dit que ça repart en Espagne, que ça repart au Portugal, mais d'où repartent-ils ? Ils repartent du 6e sous-sol. Et la France souffre énormément pour plusieurs raisons. Je pense que c'est une Europe vieillissante, c'est une Europe embourgeoisée et qui ne se remet pas suffisamment en cause. Alors, on pourrait citer des exemples. Je pense que l'Angleterre est un exemple de dynamisme évident, même si tout n'est pas bon en Angleterre. Mais il y a vraiment un gros problème de vision économique pour moi en Europe et particulièrement en France. Alors, il y a des élections qui arrivent, des élections régionales, des élections donc à la collectivité territoriale de Corse aujourd'hui. Quel est le message du monde de l'entreprise ? Le monde de l'entreprise les interpellera en leur disant « Pensez un peu aux entrepreneurs, à ceux qui créent la richesse, ceux qui font travailler les gens et pensez un peu moins à vous. Pensez un peu moins à votre image et à votre envie d'être réélu et essayez de faire quelque chose pour la Corse et pour les Corses. » Toutes tendances confondues ? Toutes tendances confondues. Avec peut-être un petit... Je pondérerais parce que c'est un secret de polichinelle. Gilles Siméon est mon ami et je pense qu'il est un des rares hommes de progrès qui siège à l'Assemblée de Corse. Voilà, vous pensez que ce qu'il a fait à Bastia, c'était vraiment pour faire avancer les choses ? Comment vous avez perçu ça ? Gilles Siméon, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de ne pas essayer. Il essaye. Il veut faire avancer. Vous savez, il est un avocat remarquable. Il n'avait pas besoin de ça pour vivre. Il n'avait pas besoin. Il fait ça pour la Corse et pour la jeunesse corse, pour les autres. Il ne le fait pas pour lui. Vous pourriez faire partie de son comité de soutien ? Ah, bien évidemment. Ça, sans problème. Je ne réunirai jamais mes amis. Merci beaucoup, Pierre Ancati. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission et une nouvelle thématique. À demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité Pierre Ancati, président du conseil d'administration de la Corsica Marittima et chef d'entreprise. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un dossier important pour la Corse, celui du PADUC. Il a passé le stade de l'enquête publique, avis favorable donc, qui a été émis avec 2 réserves, des réserves qui ont été levées par l'agence de développement de l'urbanisme liée à la collectivité territoriale. Il passera à nouveau devant l'Assemblée de Corse, ce sera le 1er octobre. On va écouter Maria Dudicelli, non pas sur ces réserves qui ont été levées ou encore sur les autres préconisations, mais plutôt sur le but politique de ce PADUC, en fait, le but d'une mandature. On écoute Maria Dudicelli.
C'est un choix politique et je considère que s'il y avait demain difficulté, cela ne relèverait pas forcément du contrôle de légalité, mais cela pourrait relever peut-être alors d'une démarche et d'un recours au regard du tribunal administratif par exemple. Donc le contrôle de légalité va s'exprimer sur la légalité juridique du document, les concepts politiques que nous assumons mais qui ne sont pas créateurs de droit puisque nous ne faisons que dire une chose essentielle, le PADUC est au service du peuple corse, celui qui a été défini par une délibération de l'Assemblée de Corse. Nous n'instaurons pas la notion de peuple corse. Donc de ce point de vue-là, je considère que ça ne peut pas faire l'objet d'une fragilité allant jusqu'à remettre en cause le projet dans son ensemble. Alors Pierre Ancati, le PADUC, un but politique. Évidemment, Maria Giudicelli faisait ici référence à la notion de peuple corse, à des notions qui sont introduites dans ce PADUC. Écoutez, moi, en préambule sur le PADUC, ce que je voudrais dire, c'est... Je ne sais pas, Maria, si vous avez lu Guerre et Paix, si vous êtes arrivé au bout de Guerre et Paix de Tolstoï, tellement c'est long, ou si vous avez fini une partie de Monopoly. Moi, je ne connais pas grand monde qui finit une partie de Monopoly. Moi, ce document... j'aimerais bien qu'on arrive à en faire une synthèse parce que c'est totalement indigeste. Quelle est la personne qui l'a lu de la première et la dernière page? Quelle est la personne qui est capable de nous en sortir 20 points essentiels? Nous, ce que nous aimerions, moi je parle en tant que citoyen, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que Corse, c'est que on nous sorte une synthèse, on nous donne quelque chose de transparent, parce que sincèrement, si on le transmet, il y a 10 tomes, il y a 10 volumes, c'est difficile à digérer. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que quelques personnes qui ont été autour de l'écriture de ce document qui comprennent ce qu'il y a dedans. L'enquête publique, c'est vrai que c'était quand même un gros document. Vous y avez participé ou pas ? Non, personnellement, je n'y ai pas participé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que la critique est aisée, l'art est difficile. Moi, je veux bien, hein, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui mesure ce que veut dire le PADUC, et déjà qui sait ce que veut dire PADUC, et quel est son contenu, qu'est-ce qu'il permettra, et quelles seront les limites de ce document. Sur la philosophie générale du document, est-ce qu'il vous convient, plus que l'ancien PADUC d'Ange-Santini ou... Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que, quoi qu'il en soit, il faut un cahier des charges. Hein. Il faut un cahier des charges, c'est indispensable pour essayer d'avoir une trame, pour avoir un développement harmonieux en Corse, pour avoir des zones de construction et des zones de non-construction, pour préserver ce patrimoine de ce qui est pour moi le plus beau pays du monde, parce que je vais être chauvin, mais je le pense sincèrement, et c'est même pas moi qui le dis, ce sont tous les gens que j'ai la chance de côtoyer, qui viennent en vacances, qui viennent pour le travail, qui le disent: vous avez le plus beau pays du monde, préservez-le. Donc j'espère que ce document servira à préserver notre pays, notre île, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir. On parlait justement hier de Gilles Simeoni, votre ami que vous soutenez également dans sa démarche. Son mouvement, Fais-moi Gorsiga, au sein de l'Assemblée de Corse, avait voté sur les premiers documents de ce PADUC, qu'ils ont voté ensuite même sur les cartographies, mais quand même avec, on a envie de dire, un petit peu un pied sur le frein. Mais bien sûr, je partage le même avis, avec un pied sur le frein, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière les pages, qu'est-ce qu'on lit entre les lignes, c'est normal. C'est normal qu'il y ait une certaine réticence. Vous ne pouvez pas donner un blanc-seing comme ça, ce n'est pas pensable. Il faut être certain, à la ligne, au point, à la virgule, que le sens de la phrase n'est pas contraire à ce que vous interprétez. Sur l'aménagement d'Ajaccio, par exemple, est-ce que vous vous êtes penché sur ce document PADUC ou pas ? Non, personnellement, je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail. Moi, je fais confiance, enfin, je veux faire confiance aux Ajacciens, à l'équipe en place qui est arrivée pour défendre les intérêts d'Ajaccio sans corporatisme aucun. Je m'explique. C'est que Ajaccio, ça doit s'inscrire dans le champ du développement de la Corse. Ajaccio, c'est un bijou. Ajaccio, c'est la ville de Napoléon, la ville de Tino Rossi. Ajaccio, c'est peut-être le plus beau golfe du monde. Mais il faut enfin un véritable développement pour Ajaccio. On ne peut pas continuer à avoir ce qui s'appelle une rocade. Je pense que de rocade, elle n'en a que le nom, avec le spectacle qu'on y voit tous les jours. C'est une anarchie totale, c'est n'importe quoi. On ne peut pas continuer à avoir une politique de non-stationnement comme nous l'avons aujourd'hui, de ne pas pouvoir avoir des aires de
de jeu pour les enfants de tous les côtés et que ce soit un véritable... Pour moi, Ajaccio, ça doit ressembler à un village au bord de l'eau avec, en retrouvant les valeurs de nos anciens, la convivialité, l'échange, le partage et le plaisir de vivre ensemble. Le PLU, ça pourrait résoudre ce problème ? Vaste sujet, le PLU, il va falloir remettre la copie. Je pense que ça va être un copier-coller avec des aménagements du document précédent puisqu'il a été retoqué sur un vice de forme. Donc, moi, j'attends de voir. Le sursoir statué a permis, je pense, de redéposer ou de faire accélérer certains projets qui étaient quasiment prêts à sortir et qui ont été figés quand il y a eu cette décision du tribunal administratif de Bastia. Maintenant, il ne faut pas que nous soyons bloqués dans tous les sens. Je ne suis pas pour faire du développement dans tous les sens à n'importe quel prix, hein. Pas du tout. Hein. Mais il faut de la croissance, il faut de la valeur ajoutée. Pour ça, il faut que les entreprises travaillent. Je ne parle pas que du BTP, hein, pas du tout. Hein. Il faut que le tourisme travaille, pas que. Il faut que l'artisanat travaille. Il faut que tout le monde travaille. Mais est-ce que c'est pas un rupture justement de trouver cette harmonie entre le développement et la préservation ? Moi, je pense qu'on peut être intelligent. Je pense que il y a des gens qui se sont battus dans ce pays pour que la Corse ne devienne pas les Baléares, pour que la Corse ne ressemble pas à du tout béton. Alors, je vous mets à l'aise, vous avez devant vous un distributeur en matière de construction et centrale à béton. Je suis le premier à dire que heureusement que nous avons évité ça. Et merci à ces gens-là, qui pour certains ont payé avec des années de prison, d'avoir empêché ça. Aujourd'hui, nous avons quelque chose, un outil extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est notre patrimoine, c'est notre terre. Il faut savoir la préserver et bien évidemment, il faut savoir aussi l'aménager et la développer. Donc il y a des endroits où il faut que ça reste en l'état parce que c'est la beauté du paysage. Il y a des endroits où il faut faire des choses, mais faire des choses en respectant des cahiers des charges. Chez nous, c'est souvent un vieux pieux, en donnant une direction et en appliquant le choix qui a été pris. Est-ce que vous êtes pour le statut de résident ? Vous me permettrez de ne pas répondre à cette question. Merci beaucoup, Pierre Anquetil. On restera donc sur cette interrogation. On a à peu près compris dans la non-réponse ce que vous en pensez. Merci, on va se retrouver demain pour un nouveau sujet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pierre Anquetil. Bonjour. Notre invité de la semaine, chef d'entreprise et président du conseil d'administration de la Corsica Marittima, dont l'offre devrait être examinée demain devant le tribunal de commerce de Marseille. On va parler Europe, si vous le voulez bien, en compagnie d'Henri Malos, qui quitte ses fonctions donc à la présidence du Conseil économique social européen, qui sera également présent dans la bataille des territoriales, puisqu'il sera présent sur la liste aux côtés de Pau Jacob. C'est une candidature qui a été annoncée. Et justement, Henri Malos dresse un petit peu une sorte de bilan par rapport aux relations entre la Corse et l'Europe. On s'est rendu compte en discutant que les idées ne manquent pas, l'argent existe, j'ai dit il y a l'argent de l'Europe. Il y a des exemples aussi qui peuvent venir de l'Europe. Et ce qui manque, c'est un peu le mode d'emploi. Il n'y a pas de gens qui, sur le terrain, peuvent aider les gens du monde professionnel, les acteurs de terrain et les élus à monter des dossiers, trouver des partenariats. Il faut aller à Ajaccio, il faut aller à Paris, il faut aller à Bruxelles. Tout ça est bien loin et bien compliqué. Décloisonner, c'est bien. Dialoguer entre les mouvements sociaux, associatifs, politiques, acteurs économiques aussi. Trouver des solutions, se coordonner mieux. Il y a un manque de coordination. Je vous parle dans le domaine du tourisme. On ne se renvoie pas les clients d'un endroit à l'autre, on ne se coordonne pas ses activités, on ne présente pas d'une manière globale ses activités, donc décloisonner, coordonner et faire de l'assistance sur le terrain, à mon avis, un changement de la façon de faire les choses. Henri Malos, donc à propos de cette Europe, vous êtes d'accord avec lui ? L'Europe c'est bien mais on ne sait pas faire ? Moi, il m'en tombe les bras, Maria, je vous avoue, il m'en tombe les bras. Et je pense que son constat, ce n'est que la triste réalité, hein. On en parle souvent, mais qui chez nous, et là je vise tout le monde, qui chez nous s'est tourné vers l'Europe, alors qu'on sait que nombreuses régions, hein, je ne parle pas de pays, se sont déjà tournées vers l'Europe, que ce soit en Espagne, au Pays Basque, en Sardaigne, en Italie, partout. Et les nôtres, qu'est-ce qu'ils font ?
Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Alors, aujourd'hui, moi, je considère que l'Europe, on en subit plus ses conséquences qu'autre chose, on n'en tire pas la quintessence. Quand je dis on en subit les conséquences, c'est que le phénomène de l'Europe sans frontières, vous voyez dans tous les domaines d'activité aujourd'hui, puisque nous sommes sur le régime français et que la Corse est envahie de produits d'importation, aussi bien dans le BTP, aussi bien dans l'alimentaire, aussi bien dans les produits de consommation, de première consommation, par des gens qui n'ont pas les mêmes règles fiscales et sociales que nous. Donc aujourd'hui, nous n'avons que les inconvénients, nous n'avons pas les avantages. Donc où sont les gens qui doivent aller faire du lobbying, être présents, récupérer des financements pour accompagner les projets structurants de notre île? C'est le constat de M. Malos et il est effrayant. Alors justement, l'un des reproches que l'on fait, en fait, c'est qu'on n'arrive pas, pour une région, à accéder à l'Europe. Il y a toujours le stade étatique français qui, ça doit passer obligatoirement par l'État. Alors, je ne suis pas suffisamment averti sur le sujet. Moi, je pense que quand on veut, on peut. Qui s'est conditionné, qui s'est mis en état de marche pour aller à Bruxelles, faire du lobbying, voir comment ça marchait, comment on accédait, comment on montait un dossier, comment on pouvait récupérer des financements, comment on pouvait accompagner les projets d'entrepreneurs corses ici. Et moi, je n'ai jamais vu personne, aujourd'hui, hein, peut-être que je rate un épisode, mais moi, je n'ai jamais vu personne me dire, je suis allé à Bruxelles, on m'a aidé, j'ai pu accéder à ça, il y a tel dispositif, on peut en faire bénéficier telle catégorie. Non, moi, jusqu'à présent, ça, je ne l'ai jamais entendu. Alors justement, on va à l'Europe chercher des dérogations, notamment dans le domaine que vous défendez, le domaine maritime. Voilà, on sollicite l'Europe pour obtenir des dérogations. Ah oui, alors là, si vous voulez, là je peux me féliciter de voir que quand même, c'est bien, l'Europe, ça sert. Nous sommes confrontés aujourd'hui avec Corsica Maritime à ce problème de concurrence européenne et nous sommes allés à Bruxelles, avec mon ami François Padron et nos conseils, défendre le dossier de Corsica Maritime, où on nous a bien dit que nous étions les candidats de la rupture, les candidats de la discontinuité, les candidats de ce qui doit être fait dans la plus libre concurrence. Ce qui n'était pas forcément le cas de nos concurrents de STEF-TFE, que même le plus gros nez rouge d'Achille Zavata ne pourrait pas transformer. Donc nous sommes les candidats de la rupture et l'Europe a dans le viseur la candidature potentielle, je dis bien potentielle à aujourd'hui, parce qu'elles qui pourront concourir du groupe STEF-TFE. La discontinuité, c'est un mot qui a fait couler beaucoup d'encre dans ce dossier SNCM. Tout à fait. Il faut savoir que ça a été un changement de donne. La discontinuité, ça veut bien dire qu'il faut être en rupture, ce que nous revendiquons, avec ce qu'il faisait avant. Donc nous, nous ne voulons pas refaire de la nouvelle SNCM avec de l'ancienne SNCM. Nous, ce que nous apprécions dans la SNCM, c'est les savoir-faire et le niveau des collaborateurs. Parce qu'ils ont été trop souvent vilipendés, alors qu'en fait, ils sont plus des victimes que des coupables des différents dirigeants, des différentes politiques qui ont été mises en place et des différents actionnaires jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le résultat, puisque la SNCM est aujourd'hui en procédure collective depuis plus d'1 an. Cette discontinuité, donc plébiscitée, vous venez de nous dire, par l'Europe, pas forcément par l'Office des Transports de la Corse. Écoutez, l'Office des Transports de la Corse, je pense qu'aujourd'hui, elle a forcément un devoir de réserve vis-à-vis des différentes candidatures, parce que même si on sent à l'Office des Transports de la Corse une faveur et une affection certaine pour le modèle économique de la compagnie Meridian Navigation, nous disons que nous sommes beaucoup plus circonspects. Parce que quand je me compare, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Donc pour nous, la SCMN se console en regardant la défaillance de sa voisine SNCM. Nous n'avons pas cette vision. Nous avons une vision de pérennité, de développement d'entreprise, une vision à 15 ans et 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit CMN ou SNCM, ils n'ont fonctionné que sur le siphonnage des fonds publics et de la délégation de services publics. Pourtant, on avait l'impression que la méridionale, c'était un modèle qui marchait quand même. Oui, c'était un modèle qui marche.
avec l'argent public. Et quand vous voyez dans un compte d'exploitation que vous avez un résultat avant subvention et un résultat après subvention, alors c'est certain que pour la SNCM, le résultat avant subvention, il est tellement rouge écarlate qu'il vous faut des lunettes de soudeur pour pouvoir lire la ligne, et qu'après la subvention, il est rouge un peu moins écarlate. Et pour la CMN, c'est magnifique, c'est qu'il est rouge normal avant la subvention et qui devient vert après. Donc cherchez l'erreur. Nous, en fin de mois, il n'y a personne qui vient nous donner une subvention pour améliorer nos résultats. Mais l'enveloppe de continuité territoriale, ça sert à ça? L'enveloppe de continuité territoriale, ça sert pour aller dans des ports, je parle là des ports secondaires, que ce soit l'île Rousse, là-dessus, la philosophie, nous sommes tout à fait d'accord. Maintenant, sur des lignes comme Ajaccio et Bastia, avec des taux de remplissage très importants, nous ne voyons pas à quoi l'argent public peut servir, à part pervertir le système. Merci beaucoup, Pierre Anquetil. On va se retrouver demain pour notre dernier rendez-vous de la semaine. À demain. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité, Pierre Anquetil. Bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, président du conseil d'administration de la Corsica Maritime. On rappelle que les offres donc présentées dans le cadre de la reprise de la SNCM seront analysées aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Marseille, du moins en audience, puisqu'on n'aura pas forcément les résultats. On va parler, si vous le voulez bien, d'un sujet délicat également, c'est le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice. Donc il y avait les commémorations donc, de cet accident, avec toujours pour les familles de victimes la douleur, bien évidemment, mais aussi les questions qui se posent. On va écouter Mathieu Paoli, qui est président de l'association de victimes, qui a également perdu quelqu'un de sa famille dans ce crash, dans ce drame, et on vous retrouve tout de suite après. On n'a toujours pas cette vérité que nous attendons depuis 47 ans maintenant. 95 morts, c'est difficile à vivre quand même. Et en plus, j'ai écrit au président de la République il n'y a pas bien longtemps, au mois de mai. Et son directeur de cabinet nous a renvoyé un courrier, je pense sous le couvert du président de la République, nous disant qu'il ferait le nécessaire pour essayer de déclassifier les documents secret défense. Ça, c'est la première chose. Et en plus, au bout de 47 ans, on n'avait jamais été entendu par la justice. Et exceptionnellement, cette année, le doyen des juges d'instruction de Nice nous a reçus et a voulu récupérer tous les documents qu'on avait en notre possession, aussi bien les témoignages, c'est vachement important, très très important pour les familles de connaître ça. Alors Pierre Anquetil, la vérité, la justice? Écoutez, c'est terrible. Depuis que je suis petit, je suis ces épisodes. Quand on est gosse, on ne mesure pas. Maintenant, en grandissant, en tant père de famille, moi je trouve que c'est terrible. Ces gens ont droit à la vérité. Il serait peut-être temps que l'État lève le secret défense et dise la vérité. Il faut que ces gens puissent savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là avec la Caravelle Ajaccio-Nice. C'est pas pensable de ne pas leur dire. De toute façon, on sent leur détermination. Et ils ne lâcheront pas. Et 47 ans. Ça fait 47 ans qu'ils se battent pour connaître la vérité. Alors qu'en fait, une fois pour toutes, il faut que l'État dise ce qui s'est passé et que ces familles puissent faire véritablement leur deuil. Parce que ça n'en finit pas. C'est une souffrance permanente. Justement, sur ce rôle de la justice, de l'État, l'implication entre le politique et la justice aussi, c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui. Ah oui, c'est quelque chose qu'on vit, mais ce sont des systèmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en tant que citoyen à part subir? Le seul moyen d'expression, c'est un bulletin de vote, mais le reste, nous ne sommes pas en prise directe pour pouvoir régler ce genre de problème. C'est comme Don Quichotte contre les moulins à vent. C'est un combat, c'est du stakhanovisme. Justement, il y a des choses qui sont dénoncées encore aujourd'hui. Bon, on le voit là. Vous pensez que ce dossier aura des chances d'aboutir, notamment avec ce que disait Mathieu Paoli, reçu par un juge d'instruction? Aujourd'hui, les choses sont suffisamment apaisées pour qu'on puisse réouvrir le dossier ou pas? Tous les ans, dans ce dossier, et ces gens, on leur donne un espoir, on dit qu'il va se passer ça, peut-être autre chose, on va le savoir. Et tous les ans, c'est reporté et ils sont là et c'est en permanence l'espoir déçu, ça repart. Moi, je suis de tout cœur avec eux et j'espère qu'ils vont savoir. J'espère que le gouvernement français
aura la volonté de leur dire la vérité. Leur dire la vérité une fois pour toutes. De toute façon, malheureusement, on ne ramènera pas ces gens. On ne ramènera pas leurs parents, leurs frères. C'est pas possible, mais qu'on leur dise la vérité une fois pour toutes. La Corse, dans son ensemble, se plaint aussi toujours d'avoir un traitement d'exception d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue juridique. Vous partagez cet avis ? Moi, je pense que c'est évident que nous sommes systématiquement stigmatisés. Pourquoi ? Est-ce que c'est le fait d'être ilien ? Est-ce que c'est le fait de continuer à cultiver que nous sommes des gens qui respectons, je le pense, le sens de la parole donnée, qui sommes des gens entiers, qui avons une autre culture. Elle est peut-être critiquable, mais c'est la nôtre. Nous avons nos racines, nous avons notre histoire, nous avons notre identité. Et si c'est ça, être différent, ben oui, même moi, personnellement, je revendique d'être différent. Et ça dérange ? C'est possible. Que c'est aujourd'hui donc que le tribunal de commerce de Marseille examine ces offres, dont la vôtre, la Corsica Marittima. Vous êtes optimiste par rapport à cela ? Ah oui, nous sommes optimistes et sereins. Parce que ce que je vous ai dit lundi, le jour de notre première intervention, il y aura eu avant et il y aura après. Ça ne sera plus jamais comme avant. Les chefs d'entreprise corse ont décidé de s'émanciper. Les chefs d'entreprise de Corse, à qui on reprochait souvent d'être dans le « il faut yaka », ont entamé cette démarche. Elle ne s'arrêtera plus. Merci Pierre Anquetti. Merci à vous. Et à très bientôt. On rappelle que cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com et puis sur nos différentes applis. À très bientôt.